Et si je vous disais que ce ne sont pas les maladies, ni même l'âge, qui volent le plus de souvenirs aux personnes âgées, mais des médicaments que vous, vos parents ou vos proches prenez chaque jour sans le savoir. Je suis médecin, ou plutôt je l'ai été pendant plus de 40 ans. Généraliste à Lyon, au service de familles entières, de générations entières. J'ai vu naître des enfants, j'ai vu vieillir leurs grands-parents. J'ai écouté des douleurs physiques, des silences pleins de peur, des regards qui demandaient plus qu'un simple diagnostic. J'ai prescrit, soigné, accompagné, et j'ai longtemps cru que je comprenais ce qu'était la santé, jusqu'à ce que je prenne ma retraite. C'est étrange, ce moment où l'on raccroche la blouse. On croit que le bruit s'arrête, que l'urgence s'éloigne, que l'on va enfin se reposer. Mais moi, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert une angoisse, une forme de culpabilité silencieuse qui s'est installée en moi. Comme si, après avoir traité des milliers de patients, j'avais oublié de regarder une vérité plus grande, plus dérangeante. Comme si, dans cette immense chaîne de soins, nous avions tous raté quelque chose. Quelque chose de fondamental. Je vais vous dire ce qui m'a ouvert les yeux. Un matin, pas très longtemps après ma retraite, j'ai reçu un appel de la fille d'un ancien patient. Elle sanglotait. Elle m'a dit, Docteur Martin, papa ne sait plus où il est. Il ne me reconnaît plus. Il était encore autonome il y a 3 mois, et maintenant, on parle de le placer. J'ai demandé s'il avait eu un AVC, un traumatisme, quelque chose de brutal. Non, rien de tout cela. Juste une dégradation rapide, inexplicable. Sauf que c'était pas inexplicable. Ce monsieur, je l'avais suivi pendant des années. Il avait une tension stable, un cholestérol un peu élevé, des brûlures d'estomac chroniques, quelques insomnies. Rien d'alarmant. Et comme beaucoup de médecins, j'avais fait ce que l'on nous apprend à faire. Prescrire. Un petit somnifère ici, une statine là, un inhibiteur de la pompe à protons pour l'estomac. Le tout bien dosé, bien justifié. En apparence, irréprochable. Mais en creusant, j'ai compris. J'ai revu la liste. J'ai relu les notices. J'ai plongé dans les études scientifiques les plus récentes. Et ce que j'y ai découvert m'a glacé. Ces médicaments, pris ensemble chaque jour pendant des années, ils n'avaient pas seulement aidé ce patient, ils avaient aussi peu à peu abîmé son cerveau, lentement, silencieusement, sans que personne ne le voie venir. C'est là que la peur s'est installée, parce que ce n'était pas un cas isolé. J'ai pensé à toutes les Hélène, les Jean-Luc, les Colette que j'avais suivis, tous ces patients qui, vers 70 ou 75 ans, commençaient à se plaindre d'oubli, de fatigue mentale, de confusion. On disait, c'est l'âge. Moi-même, je le disais. On blâmait le temps, la vieillesse, le destin. On cherchait des explications rassurantes, mais on ne regardait jamais ce qu'il y avait dans leur armoire à pharmacie. Et si je vous disais que certains médicaments que vous ou vos proches prenez chaque jour peuvent augmenter le risque de démence de 30, 40, voire 50%. Et si je vous disais que des médicaments prescrits pour aider à dormir, à digérer ou à respirer peuvent provoquer des pertes de mémoire, de la confusion, de l'anxiété. Et si je vous disais que dans certains cas, ces effets sont connus, mais qu'on ne vous en parle presque jamais. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous réveiller. Parce que ce que j'ai découvert depuis que j'ai quitté mon cabinet, c'est qu'un médecin ne cesse jamais d'apprendre. Et surtout, qu'il ne cesse jamais d'avoir une responsabilité. Ma responsabilité aujourd'hui, ce n'est plus d'ausculter, c'est de témoigner, de transmettre, de dire ce que d'autres taisent par habitude, par pression ou par confort. La vérité, c'est que vieillir ne signifie pas forcément perdre la mémoire. La démence n'est pas toujours une fatalité. Ce que nous prenons, ce que nous mettons dans notre bouche chaque jour, ce que nous acceptons sans poser de questions, cela peut faire la différence entre une vieillesse lucide et une lente disparition de soi. Je ne vous dis pas d'arrêter vos traitements. Je vous demande seulement d'ouvrir les yeux, de poser des questions, de reprendre le pouvoir sur votre santé. Car parfois, ce qui efface vos souvenirs ne vient pas du temps, mais d'une simple pilule blanche avalée chaque soir depuis 10 ans. Et si cette vidéo peut éviter, ne serait-ce qu'à une seule personne, de sombrer dans l'oubli à cause d'un médicament mal compris, alors elle aura valu la peine d'être partagée. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos utiles, fondées sur mon expérience et les dernières découvertes médicales, je vous invite à vous abonner à cette chaîne.
C'est votre soutien qui me permet de continuer à parler librement, à creuser, à vous alerter. Ensemble, faisons reculer l'ignorance. Ensemble, protégeons nos esprits. Petit quiz pour vous faire réfléchir. Selon vous, qu'est-ce qui cause le plus de pertes de mémoire chez les personnes âgées aujourd'hui? A. Le vieillissement naturel du cerveau. B. L'effet secondaire de certains médicaments pris sur le long terme. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires. J'ai soigné, prescrit, écouté et conseillé pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui à la retraite, je prends du recul sur tout ce que j'ai appris et surtout sur ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Ce que je vais vous dire n'est ni théorique ni exagéré. C'est le fruit d'une observation lente, douloureuse, mais lucide. Le cerveau humain ne vieillit pas uniquement à cause du temps qui passe. Il est aussi abîmé, insidieusement, par des gestes que l'on croit anodins, par des habitudes médicales devenues banales. En tant que médecin, j'ai longtemps eu confiance dans les protocoles. Et j'ai aussi eu confiance dans les médicaments que nous prescrivons. C'était presque un automatisme. Face à un symptôme, on prescrit un traitement. Ce réflexe, nous l'avons tous. Les patients souvent s'y plient sans question, parce que cela rassure, parce que ça donne l'impression d'agir. Mais avec le recul, je me rends compte que nous avons souvent oublié une question essentielle. Que se passe-t-il dans le corps, dans le cerveau, quand ces traitements sont pris jour après jour, année après année? La vérité, c'est que le vrai danger ne vient pas toujours de l'extérieur. Il est parfois déjà dans nos placards. Et ce danger, ce sont certains médicaments que l'on utilise régulièrement, parfois depuis des années, sans jamais en réévaluer la nécessité ni les conséquences à long terme. J'ai vu tant de patients s'enfoncer dans des troubles cognitifs, et chaque fois, nous pointions l'âge, le stress, la fatigue. Rarement, voire jamais, nous ne remettions en cause les traitements qu'ils suivaient. Et pourtant, lorsque l'on regarde les publications scientifiques les plus sérieuses, les données sont là, sans ambiguïté. Des médicaments très répandus, très prescrits, peuvent altérer la mémoire, réduire la concentration, perturber l'humeur et accélérer la dégradation neurologique. Il ne s'agit pas ici de lancer une guerre contre la médecine, il s'agit de poser les bonnes questions. Et surtout de comprendre que le médicament n'est pas une solution neutre. C'est une intervention chimique. Elle soigne, oui, mais elle modifie aussi. Et parfois, elle déstabilise. J'ai souvent constaté à quel point les patients âgés accumulaient les prescriptions. À 65 ans, ils prennent 3 médicaments. À 75, 5. À 80, parfois 8 ou 10. Il y a les antihypertenseurs, les traitements pour le cholestérol, les somnifères, les calmants, les produits contre les brûlures d'estomac, les médicaments pour les douleurs chroniques, sans oublier ceux qu'ils achètent eux-mêmes en pharmacie en pensant bien faire. C'est une sorte de brouillard thérapeutique où plus personne ne sait exactement ce qui interagit avec quoi, ni ce qui est encore nécessaire. Ce que je trouve le plus inquiétant, c'est que très peu de ces traitements sont régulièrement réévalués. Dans mon cabinet, j'avais commencé à instaurer un rituel. Une fois par an, je demandais à mes patients de venir avec tous les médicaments qu'ils prenaient, prescrits ou non. J'appelais cela le grand tri. Ce jour-là, nous passions en revue chaque boîte, chaque molécule, chaque posologie. Et vous savez quoi? Dans la majorité des cas, au moins 2 ou 3 traitements pouvaient être stoppés, allégés ou remplacés par une alternative moins nocive. Pourquoi ne faisons-nous pas plus souvent? Parce que ça prend du temps. Parce que cela demande du courage, pour le médecin comme pour le patient. Il faut sortir de l'automatisme. Il faut accepter de dire « je me suis peut-être trompé » ou « ce traitement n'est plus adapté ». Mais surtout, il faut oser regarder en face une vérité que nous avons longtemps minimisée. Certains médicaments peuvent abîmer le cerveau bien plus que le vieillissement naturel. Je me souviens d'un homme, M. Gérard L., 69 ans, ancien ingénieur à Dijon. Il venait me voir pour des troubles de concentration. Il oubliait des mots simples, perdait ses clés, avait du mal à suivre une conversation. Nous avons longtemps cherché du côté de la fatigue, du stress post-retraite, voire d'un début d'Alzheimer. Et puis, en discutant longuement, je me suis penché sur sa liste de traitements. Il prenait depuis 8 ans un médicament pour le sommeil, une benzodiazépine, en plus d'un IPP contre son reflux,
et d'un anticholinergique pour des troubles urinaires. 3 médicaments, chacun utile à sa manière. Mais ensemble, ils formaient une combinaison toxique pour son cerveau. Nous avons réduit, adapté, accompagné le sevrage. Et en l'espace de quelques mois, Gérard a retrouvé une clarté mentale qu'il croyait perdue. Ce n'était pas miraculeux. C'était simplement logique. Son cerveau n'était pas malade. Il était saturé. Ce que je veux dire aujourd'hui à ceux qui m'écoutent, ce n'est pas de jeter tous leurs médicaments à la poubelle. Ce serait irresponsable. Ce que je vous demande, c'est de faire ce que nous aurions tous dû faire bien plus tôt. Vous interrogez. Demandez-vous, ai-je besoin de tous ces traitements? À quoi servent-ils? Suis-je informé de leurs effets à long terme? Et surtout, est-ce que ce que je prends m'aide vraiment ou me nuit en silence? Je ne suis plus en activité, mais je parle encore. Parce que ce que j'ai vu me hante. Parce que l'oubli, le vrai, celui qui efface les visages, les souvenirs, les mots, n'est pas toujours une malédiction. Il est parfois une conséquence évitable. Et si vous êtes aujourd'hui en bonne santé mentale, si vous avez encore vos repères, vos souvenirs, vos mots, alors je vous supplie d'en prendre soin. Parce que le cerveau, lui aussi, mérite d'être protégé. Non pas seulement contre les maladies, mais contre la banalisation, contre l'habitude, contre l'excès de médicaments, même bien intentionnés. Le vrai ennemi, parfois, ne se cache pas dans la vieillesse. Il se glisse dans l'ordinaire, dans une boîte de comprimés que l'on n'a jamais remis en question. Avec le recul de l'âge et de l'expérience, je peux vous dire que ce qui me frappe aujourd'hui, ce n'est pas la complexité des maladies, mais l'aveuglement silencieux avec lequel nous acceptons certains traitements sans plus les questionner. J'ai longtemps prescrit avec rigueur, avec l'intention sincère d'aider. Mais j'ai aussi appris que la répétition d'un geste médical n'est pas une preuve de justesse. Ce n'est pas parce qu'un médicament est prescrit à des millions de personnes qu'il est sans danger. Ce n'est pas parce qu'il est remboursé par la sécurité sociale qu'il n'affecte pas le cerveau. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 5 familles de médicaments que j'ai vues à l'œuvre dans des dizaines de vies. Des vies parfois abîmées, pas par la maladie elle-même, mais par les effets secondaires silencieux de traitements que l'on croyait maîtriser. Je commence par les corticostéroïdes. Ces médicaments sont puissants, redoutablement efficaces contre les inflammations, les allergies, l'asthme, les maladies auto-immunes. Mais leur puissance a un prix. J'ai vu des patients devenir anxieux, désorientés, confus après plusieurs mois de traitement par cortisone. Je me souviens de Madame René, une ancienne institutrice à Chambéry. Après 3 mois de prednisone, elle a commencé à ne plus retrouver ses mots, à oublier les noms de ses anciens élèves. Elle m'a dit « Je sens que quelque chose se détraque là-haut ». Elle avait raison, car ces traitements modifient l'équilibre du cortisol, l'hormone du stress. Et un excès de cortisol abîme le cerveau, en particulier l'hippocampe, siège de la mémoire. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'est que même les formes inhalées, que l'on dit plus douces, peuvent, à forte dose ou sur le long terme, provoquer les mêmes dérèglements. Et ce n'est qu'un début. Passons aux médicaments anticholinergiques, prescrits pour la vessie hyperactive, la maladie de Parkinson ou certaines affections respiratoires. Leur action consiste à bloquer l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel à la mémoire. Je ne compte plus le nombre de patients âgés qui prenaient ces traitements, parfois plusieurs en même temps, sans même en connaître le nom. Et pourtant, une étude menée à Seattle a suivi plus de 3000 personnes pendant 10 ans. Elle a montré que ceux qui utilisaient régulièrement ces médicaments voyaient leur risque de démence augmenter de plus de 50%. Une hécatombe silencieuse. Et dans ma pratique, cela se traduisait par des confusions inexpliquées, des oublis, des pertes de repères que l'on attribuait trop vite au vieillissement. Non, ce n'était pas le temps, c'était la chimie. Un autre médicament très courant, l'oméprazole, fait partie des inhibiteurs de la pompe à protons. Il est utilisé contre les brûlures d'estomac, le reflux, les gastrites. On le prescrit avec facilité et il est souvent pris pendant des années sans qu'on y pense. Pourtant, l'oméprazole empêche l'absorption optimale de la vitamine B12, nutriment indispensable au bon fonctionnement cérébral. Une carence en B12, c'est une porte ouverte aux troubles neurologiques,
à la confusion mentale, à l'apathie. Une étude française réalisée à Strasbourg a révélé que près d'un tiers des personnes utilisant un IPP depuis plus de 4 ans souffraient de troubles cognitifs notables. Je repense à un patient, Louis, 64 ans, qui disait « Je me sens dans le brouillard » depuis qu'il prenait ce médicament. Quand on l'a arrêté progressivement et qu'on a corrigé ses déficits vitaminiques, le brouillard s'est levé. Mais rien n'est plus sournois que les benzodiazépines. Ces médicaments-là, je les ai prescrits moi-même, avec prudence, mais aussi avec l'illusion qu'ils étaient indispensables pour certains patients anxieux ou insomniaques. Et pourtant, aujourd'hui, j'en ai honte, car à long terme, ils détruisent plus qu'ils ne soulagent. Ils modifient les cycles du sommeil, empêchent l'accès au sommeil profond, celui qui répare, celui qui consolide la mémoire. Ils créent une dépendance, un besoin, une accoutumance. Et ils doublent, oui, doublent le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Je pense à Robert, ancien menuisier, 61 ans, qui prenait du lorazépam depuis 10 ans pour trouver le sommeil. Il avait fini par ne plus pouvoir se concentrer plus de 5 minutes. Ce n'était pas l'âge, c'était l'épuisement d'un cerveau trop longtemps sédaté. Et enfin, les statines, médicaments très répandus pour abaisser le cholestérol. On les prescrit à titre préventif, parfois même chez des patients qui n'ont jamais fait de malaise cardiaque. Elles sauvent des vies, je n'en doute pas. Mais chez certains, elles perturbent la production de cholestérol dans le cerveau, un élément pourtant essentiel pour la transmission des messages entre les neurones. Plusieurs de mes patients m'ont rapporté une perte de clarté mentale, une fatigue intellectuelle, une confusion diffuse qui s'estompait quand le traitement était suspendu. Je ne parle pas ici de généralisation abusive. Je parle d'une réalité que l'on observe, que les études confirment et que l'on ne doit plus ignorer. Tout cela, je ne l'ai pas appris dans les manuels de médecine. Je l'ai vu, vécu, entendu dans les voix tremblantes de mes patients, dans les silences de leurs proches, dans les regrets de mes propres choix. Ce que je partage ici, ce n'est pas une condamnation de la médecine. C'est un appel à la nuance, un appel à la vigilance, à la réévaluation, à l'écoute. Car le plus dangereux dans tous ces traitements, ce n'est pas qu'ils existent. C'est que personne ne vous ait jamais dit que leur effet sur la mémoire pouvait être aussi grave que la maladie qu'ils étaient censés prévenir. Le silence autour de ces effets secondaires est plus meurtrier que le médicament lui-même. Aujourd'hui, je suis un médecin à la retraite, mais je me considère encore comme responsable. Responsabilité de transmettre ce que j'ai compris trop tard. Responsabilité d'éveiller les consciences. Je ne vous demande pas d'arrêter vos traitements. Je vous demande d'oser poser la question. Est-ce encore nécessaire? Est-ce encore juste? Est-ce que cela protège ou est-ce que cela abîme? Parce qu'à la fin, ce n'est pas seulement votre cœur, votre estomac ou votre tension que vous devez surveiller. C'est votre esprit. Car sans mémoire, sans clarté, sans cette étincelle intérieure, il ne reste plus grand-chose de ce qui fait de nous des êtres vivants. Je suis médecin. Et plus les années passent, plus je comprends que ce qui marque une vie, ce ne sont pas seulement les diagnostics posés ni les traitements prescrits, mais les récits silencieux que les patients portent en eux. Des récits que l'on n'entend pas assez, parce qu'ils ne crient pas, parce qu'ils n'alertent pas les machines, parce qu'ils ne font pas de bruit. Ce sont des voix basses, des pertes de repères, des visages qui changent. Et souvent, quand la mémoire commence à se dérober, tout le monde regarde ailleurs. J'aimerais vous raconter aujourd'hui quelques histoires. Des histoires vraies. Des visages que je n'ai jamais oubliés. Des personnes que j'ai accompagnées, parfois pendant des années, avant de comprendre que ce qu'ils vivaient n'était pas une fatalité liée à l'âge, mais une conséquence, une spirale qu'on aurait peut-être pu éviter. J'ai vu de mes propres yeux des femmes et des hommes perdre lentement leurs souvenirs, leurs habitudes, leur joie de vivre, et j'ai compris, trop tard parfois, que certains médicaments avaient précipité cette perte. Je me souviens d'Élodie, une femme douce et cultivée, 64 ans, retraitée de l'Éducation nationale. Elle vivait seule à Bordeaux. Elle venait me voir pour de petits maux digestifs. Rien d'inquiétant. Son médecin précédent lui avait prescrit de l'oméprazole, qu'elle prenait depuis plus de 6 ans. Quand elle est revenue me voir, quelque chose avait changé.
Elle se répétait. Elle cherchait ses mots. Elle disait qu'elle se sentait un peu perdue. Au départ, on a cru à une dépression légère. Mais en reprenant son dossier et en analysant ses carences, j'ai découvert un déficit sévère en vitamine B12, probablement aggravé par la prise prolongée d'IPP. Nous avons arrêté le traitement, introduit une supplémentation, et j'ai vu, au fil des mois, une partie de sa clarté revenir. C'était pas miraculeux, non, mais c'était suffisant pour qu'elle retrouve confiance, pour qu'elle puisse de nouveau lire ses romans, écrire ses cartes de vœux, reconnaître les voix de ses petits-enfants au téléphone. Et puis il y a eu Jean-Luc, ancien professeur de mathématiques à Grenoble, un homme rigoureux, méthodique, passionné par la logique et la précision. Lorsqu'il est venu me consulter, il avait 68 ans et se plaignait de troubles de concentration. Je commence une phrase et je ne sais plus où je voulais aller. Il prenait un somnifère depuis 7 ans, une benzodiazépine, prescrite à l'origine pour l'aider à traverser une période difficile après le décès de son épouse. Le problème, c'est qu'il ne l'avait jamais arrêté. Son sommeil était devenu artificiel, son éveil flou. Nous avons mis en place un sevrage lent accompagné d'une thérapie comportementale. Les premières semaines ont été difficiles, mais un jour, il m'a écrit un mot. Je revis. Je dors moins, mais je pense plus. Je pense aussi à M. Gérard, un retraité de Dijon, 69 ans, que j'ai suivi longtemps. Il avait commencé à perdre ses clés, à oublier ses rendez-vous, à se tromper dans les noms de ses petits-enfants. Sa famille s'inquiétait. Un début d'Alzheimer? Une démence précoce? En réalité, il cumulait plusieurs traitements à effet anticholinergique prescrits pour des problèmes urinaires et respiratoires. Là encore, un ajustement thérapeutique, une concertation attentive avec son urologue ont permis de réduire la charge médicamenteuse. Et Gérard a repris le fil de sa vie. Lentement, mais réellement. Ce que toutes ces histoires ont en commun, ce n'est pas seulement un problème médical. C'est une absence d'alerte, un silence, un réflexe trop fréquent, attribué à l'âge, ce qui relève d'un effet secondaire. Ce qui me blesse aujourd'hui, c'est de penser que tant de familles vivent ce glissement sans même savoir qu'il aurait pu être ralenti, parfois évité. Des enfants qui regardent leurs parents s'effacer, des conjoints qui ne reconnaissent plus celui ou celle qu'ils ont aimé. Et personne ne pense à regarder la boîte de médicaments sur la table de nuit. Dans ma carrière, j'ai appris à écouter, pas seulement les symptômes, mais les silences entre les phrases, les hésitations, les oublis, les regards fuyants. C'est là que commence le véritable diagnostic. C'est là que l'on devine une mémoire qui se bat pour ne pas sombrer. Et je le redis aujourd'hui avec fermeté. Ce n'est pas parce que quelque chose est courant qu'il est normal. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens perdent la mémoire après 70 ans que cela doit être accepté sans question. La vieillesse ne justifie pas tout. L'oubli n'est pas une évidence. Ces témoignages, ces visages, ces histoires, ce sont eux qui m'ont poussé à parler. Ce ne sont pas des statistiques. Ce sont des vies, des existences qui auraient pu suivre un autre cours si l'on avait simplement posé la bonne question au bon moment. Ce médicament est-il encore nécessaire? Je ne suis pas là pour accuser. Je suis là pour transmettre, pour porter la voix de ceux qui n'ont pas su ou pas osé demander. Parce que parfois, il suffit d'un mot, d'un doute, d'un regard plus attentif. Et tout peut changer. Aujourd'hui, si vous m'écoutez, si vous reconnaissez dans ces récits une part de votre vie, de votre famille, de vos inquiétudes, alors je vous en prie, ne restez pas dans le silence. Parlez à votre médecin. Demandez-lui de revoir vos traitements. Faites ce bilan que trop peu font. Il ne s'agit pas de rejeter la médecine. Il s'agit de lui redonner sa fonction première, soigner sans nuire, et surtout, préserver ce que nous avons de plus précieux, la mémoire de ce que nous sommes. J'ai exercé pendant plus de 40 ans, et aujourd'hui, bien que retraité, je n'ai jamais cessé de penser à mes patients. C'est curieux, vous savez. On croit qu'en fermant la porte de son cabinet, on laisse les dossiers derrière soi. Mais en réalité, les visages restent, les histoires restent, les silences aussi. Et certaines vérités, qu'on découvre trop tard, deviennent des responsabilités qu'on ne peut plus ignorer. Je vous ai parlé du cerveau, de ce qu'il subit, de ce qu'il perd, parfois sans bruit. Je vous ai parlé de ces médicaments, si ordinaires qu'ils en deviennent invisibles,
et pourtant si puissants dans leur capacité à nous éroder lentement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'il est possible de faire, pas pour revenir en arrière. Cela, même moi, je ne le peux pas. Mais pour ralentir, prévenir, protéger. Car si l'oubli peut venir de l'intérieur, la lucidité, elle, peut venir d'un choix. Et ces choix, nous les avons encore. Je crois profondément que le premier pas vers la protection de notre mémoire, c'est le courage de poser des questions. Trop souvent, nous confondons confiance et soumission. On prend ce qu'on nous prescrit. On renouvelle les ordonnances comme on règle une facture, machinalement. Mais la santé n'est pas une routine. Elle est vivante. Elle change avec l'âge, avec les saisons, avec l'état émotionnel, avec ce qu'on traverse. Alors oui, je vous en prie, posez des questions à votre médecin. Pas pour douter de lui, mais pour vous associer à votre propre soin. Demandez, pourquoi ce médicament? Depuis quand? Jusqu'à quand? Quels effets sur ma mémoire, sur mon attention? Ces questions, vous avez le droit de les poser. Et j'irai même plus loin. Vous avez le devoir de les poser. Pour vous, pour ceux qui vous aiment, pour ne pas vous perdre en silence. Le deuxième pilier, c'est la réévaluation régulière des traitements. Trop de patients âgés prennent encore aujourd'hui des médicaments qui ne sont plus adaptés à leur état. La pathologie a changé, mais la prescription, elle, n'a pas bougé. Dans ma pratique, j'avais instauré un principe. Une fois par an, chaque patient devait venir avec tous les médicaments qu'il utilisait, même ceux pris en complément ou donnés par un spécialiste. Et nous passions tout en revue. Ce que nous découvrions ensemble était souvent stupéfiant. Doublons inutiles, interactions cachées, effets secondaires jamais mentionnés. La vérité, c'est que personne ne voit l'ensemble du tableau, sauf vous. Vous êtes le seul à vivre dans votre corps. Vous êtes le seul à sentir ce qui s'y passe. Il est temps de reprendre cette autorité-là. Mais cela ne suffit pas, car réduire le danger, c'est bien, mais renforcer le terrain, c'est essentiel. Le cerveau n'est pas une machine que l'on entretient avec de l'huile et des vis. C'est un organe sensible, exigeant, qui a besoin d'attention constante. Ce que j'ai appris avec les années, c'est que les gestes les plus simples sont souvent les plus puissants pour préserver notre lucidité. Dormir profondément, à heures régulières. Bouger un peu chaque jour, même si ce n'est qu'un quart d'heure dans un jardin. Manger des aliments vrais, nourrissants, riches en oméga 3, en vitamine B, en antioxydants. Éviter les sucres rapides, l'alcool quotidien, la sédentarité. S'exposer à la lumière du jour. Prendre soin de son intestin, car l'intestin et le cerveau sont liés comme deux frères jumeaux. Je sais que cela semble banal, mais dans cette banalité se cache la vraie médecine préventive, celle qui ne coûte presque rien, mais qui peut sauver tout. Et puis il y a l'esprit, la pensée, le lien. Nous oublions trop souvent que le cerveau s'atrophie dans la solitude et la passivité. Ce n'est pas seulement la maladie qui tue la mémoire, c'est aussi l'absence de conversation, l'ennui, le renoncement, le silence. C'est pourquoi je dis toujours à mes patients, entourez-vous, discutez, chantez, apprenez quelque chose de nouveau, même à 80 ans, même si c'est lent, même si c'est difficile, parce que chaque fois que vous stimulez votre esprit, vous lui dites qu'il a encore une raison d'exister. Et croyez-moi, il écoute. Certains me demandent s'il faut tout arrêter, tout changer, tout jeter. Je leur réponds non. Il faut discerner, il faut être exigeant, il faut devenir acteur de sa santé. Il faut sortir de la passivité, de cette posture qui consiste à laisser les autres décider de ce que nous devons avaler. Le médicament peut être une aide. Il peut aussi devenir un fardeau. C'est une question d'équilibre, de dosage, de durée. Et cet équilibre, il ne peut être trouvé qu'en dialogue. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas une pilule de remplacement. C'est un chemin, une vigilance, une conscience renouvelée. Nous ne pourrons pas empêcher le temps d'avancer, mais nous pouvons choisir comment nous vieillissons. Avec quel regard, avec quelle liberté, avec quelle mémoire. Je suis médecin. Et aujourd'hui, je parle comme un homme qui a vu trop de regards s'éteindre sans comprendre pourquoi. Je ne veux pas que cela vous arrive. Je ne veux pas que vous croyiez que tout est perdu quand en réalité, il reste tant à faire. Prenez le temps de revoir ce que vous prenez. Discutez-en avec quelqu'un de confiance. Lisez. Renseignez-vous. Ralentissez. Votre mémoire, votre lucidité,
votre capacité à aimer, à transmettre, à comprendre. Tout cela vaut bien plus que le confort d'une habitude ou l'automatisme d'une ordonnance. Et si un jour vous vous demandez par où commencer, alors commencez par cette phrase. Ce que je prends aujourd'hui me rapproche-t-il de la vie ou m'en éloigne-t-il? Parce que la vraie santé, ce n'est pas l'absence de symptômes. C'est la présence consciente de ce que l'on est. Et cela, aucun médicament ne peut vous l'offrir si vous ne le protégez pas vous-même. Quand j'étais encore en activité, je croyais que le temps était le principal responsable du déclin cognitif chez mes patients âgés. Je pensais que la mémoire s'érodait comme les os, que les oublis faisaient simplement partie du vieillissement naturel. Mais avec les années, et surtout depuis que j'ai pris du recul, j'ai compris que le véritable danger n'est pas toujours dans ce que la nature nous inflige, mais dans ce que nous acceptons sans le remettre en question. Et parfois, ce danger se cache dans une pilule avalée chaque soir, dans une ordonnance renouvelée mécaniquement, dans une habitude médicale trop longtemps conservée. Ce que j'ai partagé avec vous à travers ces récits, ce ne sont pas seulement des faits médicaux, ce sont des vérités humaines. Ce sont les visages de personnes qui, peu à peu, ont senti leur lucidité leur échapper sans comprendre pourquoi. Ce sont des familles démunies, des proches bouleversés et souvent des silences trop lourds. Et dans ces silences, il y avait souvent une boîte de médicaments. Légale, remboursée, prescrite, mais toxique à long terme. Alors aujourd'hui, je vous demande de regarder autrement. Non pas avec peur, mais avec discernement. Votre cerveau est vivant, il est sensible, il mérite une attention délicate. Et cette attention commence par une simple question. Ai-je besoin de tout ce que je prends? Car ce n'est pas seulement la maladie qui détruit la mémoire. Ce sont aussi les effets secondaires ignorés, les molécules mal ajustées, les prescriptions trop anciennes. Mais il y a de l'espoir, parce que la mémoire peut se stabiliser, parce que le cerveau, même âgé, peut encore se régénérer, parce qu'il existe des alternatives, des approches plus douces, plus naturelles, plus respectueuses du rythme humain. Ce que cela demande, c'est du courage, de la curiosité et surtout de la conscience. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous vivez, d'autres le vivent aussi. Ce que vous ignorez encore, d'autres sont en train de le découvrir. En osant questionner, en osant partager, vous faites déjà un pas immense vers la protection de votre autonomie mentale. Vous devenez acteur de votre santé. Et cela à tout âge, c'est un acte de liberté. La leçon la plus profonde que je retire de toute cette expérience, c'est que le véritable soin commence quand on commence à écouter. Écouter son corps, écouter ses doutes, écouter ceux qui ont vécu avant soi. Et en tant que vieux médecin, je vous le dis avec tout le respect que je vous dois. Prenez soin de votre mémoire comme d'un trésor. C'est elle qui contient vos souvenirs, vos liens, vos valeurs. Sans elle, tout devient flou. Avec elle, même vieux, on peut encore être pleinement vivant. D'après vous, le plus important pour protéger sa mémoire après 60 ans, c'est A. Réduire les médicaments inutiles. B. Faire travailler son cerveau chaque jour. Notez simplement A ou B dans les commentaires ci-dessous et expliquez pourquoi si vous le souhaitez. Vos réponses aideront d'autres à réfléchir et à se sentir moins seuls. Et si ce contenu vous a semblé utile, je vous invite de tout cœur à vous abonner à la chaîne. Cela ne prend qu'une seconde, mais cela m'encourage énormément à continuer. Et si vous en avez la possibilité, même un petit don symbolique nous aide à produire d'autres vidéos précieuses comme celle-ci. Je suis à la retraite, oui, mais tant que je peux parler, je continuerai à transmettre. Et grâce à votre soutien, je peux le faire mieux et plus loin. Merci de votre écoute, prenez soin de vous. Et surtout, restez éveillés.